Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Bonjour et bienvenue chez les GG en ce mercredi matin. 1h30, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est ce que nous essayons de faire à travers cette émission, diffusée tous les matins sur Radio Espace. Et oui, rediffusion le soir sous les coups de 22h30 sur Espace TV. Au menu chez les GG, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Tenez bien, un chiffre ce matin, 2,1 millions d'euros. C'est la bagatelle que Bolloré devrait verser au groupe français NTC Necotrans au bout du litige qui les a opposés sur la concession du PAC, port autonome de Conakry. En effet, l'armateur français réclamait 100 millions d'euros en réparation du préjudice subi par sa filiale Jetman après que celle-ci a été écartée en 2011 au port guinéen. Et c'est au titre d'investissement réalisé par Jetman qui ont bénéficié donc au nouveau concessionnaire que le tribunal de commerce de Nanterre fait payer la société Bolloré. On s'intéresse coup de théâtre ce matin. On nous apprend tout simplement que l'État guinéen a gagné. Alors quel était le véritable rôle de l'État guinéen dans cette affaire? Maître Cheikh Sarko, ministre de la Justice, garde des Sceaux, vous allez l'écouter ce matin chez les GG. Comment éviter à l'humanité de se prendre un nouveau râteau sur le climat? La grosse question posée ce matin. La question obsède depuis que la COP21 donc, est présentée comme la rencontre de la dernière chance. Réunis à Paris depuis 72 heures en effet, les dirigeants et experts de rang mondial tentent d'apporter à la question climatique une réponse globale, rapide et contraignante pour tous les États. Paris peut-elle réussir le pari manqué de Copenhague, entre autres les questions que nous posons ce matin, comment parvenir à un accord contraignant pour les États partis? Jean-Paul Cotendouno, il est juriste, doctorat donc à la Sorbonne de Paris, à la Sorbonne. Vous allez écouter ce matin chez les GG. J'ai du mal, franchement, à lire les écritures de Tamba. Bienvenue Ahmed, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour. Aminata Silla, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Jacques, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà, allez, bienvenue. On s'intéresse évidemment à l'actualité dans cette émission. On fait venir dans l'émission ce matin parce que j'étais outré à voir le reportage que Moussa Moïse a diffusé hier dans le 22h. En ce qui concerne cette société qui est un petit peu dans le domaine de l'électricité. C'est bien ça, Aminata? Voilà. Alors, vous allez ouvrir votre micro parce que je sais pas trop ce qui se passe. Voilà, c'est cela. Oh oui. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté, Aminata Silla? Merci beaucoup Lamine Grassi. Bonjour à tous les auditeurs de DGG. J'ai été rencontrer le PDG de K Énergie et devant lui, face à cet homme, j'ai vu un homme frustré qui avait sérieusement de problèmes avec sa société et qui se dit vraiment, qui se sent saboté. Quand je dis saboté, c'est pas lui directement, mais sa société. Bon. On n'est pas sans savoir que cette société, elle est là, ça fait au moins plus de 3 mois et elle fournit peut-être le courant électrique, mais on ne sait pas comment est-ce qu'elle fournit cette énergie et comment EDG parvient à distribuer cette énergie. Le PDG m'a fait savoir que sa société qui est K Énergie fournit 60 MW et cette société elle met également ces 60 MW à la disposition de l'EDG. Mais comment le partage se fait? Il se dit vraiment qu'il ne sait pas comment cela se passe, on ne les laisse pas travailler, que ce sabotage viendrait de quelques ministères de la place, mais il n'a pas osé en tout cas dire le nom de quel ministère ou bien de tel département c'est cette personne qui serait derrière ça. Il a juste parlé comme ça et d'après lui, le président de la République serait informé de la situation, mais pour le moment, il souhaiterait vraiment être rétabli. Les grandes gueules. D'accord. Alors, Ahmed, ça vous surprend tout ça? Ça ne me surprend pas. Là où on a mis des guines dans des groupes électrogènes à tombeau, vous pensez que couper des fils, ça va me surprendre? Oui, ça s'est fait. Posez la question au temps de M. Lansana Kouyaté, il avait promis de donner l'énergie aux Guinéens à un certain moment. Vous savez ce que les Guinéens ont fait? Certains Guinéens ont fait, ils ont mis des guines dans des guines qu'on porte bien évidemment dans les turbines qui se trouvaient au niveau de Tombeau. C'est grave. Ce monsieur aujourd'hui a monté son business. Si des Guinéens veulent, s'ils veulent avoir de l'argent, qu'ils aillent monter leur business. C'est pas sur le dos des Guinéens qu'ils vont manger. Tout simplement, ce qui irrite certains Guinéens, c'est parce que il n'y a pas un projet comme Agrico qui était là où ils arrivaient quand même à prendre de l'argent. C'est eux qui géraient directement. Ça, il faut le signaler. Mais cette fois-ci, c'est que vous avez quelqu'un qui a amené son business, qui donne un peu d'énergie à EDG. Donc EDG doit lui donner son argent. Ils ne peuvent pas forcément avoir leur petit pain là-bas. Ils ne peuvent pas avoir leur petit pain. Et donc voilà, ça les irrite. Je pense que ce n'est pas normal.
on doit chercher les coupables, les responsables, ceux qui sont en train de couper les fils, ceux qui sont en train de saboter cette société qui est en train aujourd'hui de donner de l'énergie pour aider, il faut signaler la société EDG, parce que la période d'étiage, on aura bien évidemment un manque à gagner. Et cette société vient pour combler ce vide au niveau de Kaloum. Alors, si on sabote cette société, ça veut dire qu'au niveau de Kaloum, on n'aura pas d'électricité. Elle avait même commencé à mettre, excuse-moi, ce n'est pas pour te couper la parole, mais le problème est pour cette société, c'est qu'elle ne communique pas. Parce qu'il fut un moment en ville, en tout cas pour ceux qui y travaillent dans la commune de Kaloum, il se trouvait qu'on a fait une semaine, il n'y avait pas de courant électrique. On venait juste de sortir dans les élections présidentielles et on se demandait d'accord qu'à l'État, c'était juste pour les campagnes. Mais cette société a prouvé sur place, elle est venue combler ce trou, ce vide qu'a laissé Kaleta à l'époque. Mais juste après, on a vu que vraiment les efforts qu'elle fournissait, bon, tout tombait dans l'eau. Mais c'est quoi vraiment son rôle? Quelle est sa mission sur le terrain? C'est ce que les gens là de K Énergie doivent le faire. Les radios sont là pour ça, les journalistes sont parmi eux pour cela. Bien. Voilà, je pense que c'est clair ce que Aminata a dit. Il va falloir que cette société aussi communique un peu pour qu'on sache exactement ce qu'elle fait sur place. Mais au même moment, il ne faut pas effrayer les investisseurs dans ce pays. Ouais. Des gens ont décidé de venir investir dans ce pays pour faire un business. Je pense qu'il faut les respecter et l'État ne doit pas rester les bras croisés. Ceux qui ont saboté ces installations doivent être aussi sabotés en les envoyant au niveau de la prison centrale. Ben voilà, c'est aussi simple que ça. Même pas la nouvelle prison, à Kaloum ici. À Kaloum, allez-y. Allez, je sais pas, voilà. Allez-y mon grand. S'il y a sabotage, il faut que K Énergie nous le prouve. C'est pourquoi ce serait bien de mettre tout ça... Qui sait si c'est du mytho? Voilà, s'il y a sabotage, parce que si dans la clause dans l'une des conventions signées avec l'État, s'il est mentionné que K Énergie doit fournir 60 MW et qu'elle n'arrive pas à le faire, pour des raisons peut-être pas liées à cette histoire de sabotage, mais pour des raisons techniques, il faudrait que la société nous prouve que sabotage il y a. Sinon, moi, ce serait trop facile, à mon point de vue, de dire qu'il y a sabotage. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on se félicite du travail que Kaleta fait, mais comme Ahmed l'a dit, plus tard, dans quelques mois, nous allons assister à une période d'étiage. On aura besoin de cette énergie thermique pour renforcer les capacités de Kaleta. Mais si K Énergie est sur place et qu'elle n'arrive pas à remplir cette clause contractuelle, je pense qu'elle nous doit des explications. En même temps, pour d'autres Guinéens qui sont jaloux des capitaux étrangers drainés dans notre pays par des Guinéens aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que K Énergie est représenté quand même par un Guinéen, même si le fonds est peut-être étranger, mais c'est un Guinéen qui est allé à l'étranger, qui est allé convaincre des étrangers pour dire, tiens, dans mon pays, il y a un climat des affaires assez serré, assez transparent, vous pouvez investir dans ce pays, vous n'allez pas le regretter. Eh bien, si une telle démarche est faite, non seulement par des privés, mais aussi par nos différentes ambassades qui sont au sein de ces grandes capitales européennes, il ne faut pas après donner raison à ceux qui disent que la Guinée n'est pas un pays où on est prêt à respecter ses engagements, où l'État est prêt à respecter ses engagements, où l'on peut investir sans regretter. Il faut que K Énergie nous donne des explications et il faudra en même temps qu'on arrête de mettre les bâtons dans les roues des on peut dire que c'est une fuite en avant, quoi. C'est impossible. Parce que quand les sabotages, il n'est pas entré dans les détails. Justement, c'est une fuite en avant. Allez-y. Écoutez, Lamine, ça peut ne pas être une fuite en avant. Écoutez, Tamba, si vous le dites. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple qu'a connu l'humanité. À mon avis, c'est une forme de concurrence déloyale. Non, c'est mon point de vue. Vous avez vu avec, comment on l'appelle, Coca-Cola, la firme internationale Coca-Cola, un de ses concurrents avait soulevé une certaine rumeur derrière, sur le dos de l'entreprise. On avait dit qu'il y avait du dioxyde de carbone à l'intérieur de Coca-Cola et quand tu en buvais, ça pouvait avoir des répercussions, causer du cancer et ainsi de suite. Et cette rumeur avait fait du chemin. C'est une forme de sabotage qui existe. Je rejoins Moussa Moïse sur un point. Attendez, ce que vous ne savez pas, Tamba, hier, il y a eu un reportage sur Espace TV là-dessus. C'est là-bas. J'ai vu Aminata aller rencontrer les patrons de cette société. Ce n'est pas des rumeurs, là, mon grand. Non. Il y a le patron de la société qui s'est exprimé là-dessus, à dire on coupe les fils. Je ne sais pas trop, ils sont en train de faire d'autres méthodes là maintenant pour essayer d'éviter en tout cas ces saboteurs-là. Ce ne sont pas que des rumeurs. Quand je parlais de rumeurs, c'était l'exemple de Coca-Cola. Bien. Ici, nous sommes dans un autre contexte. C'était que pour éclairer la suite de mon analyse. Je pense personnellement, parce que l'État a l'obligation de contrôler la façon dont l'économie se comporte à l'intérieur de son territoire. Il faut contrôler les différents comportements qui ont lieu. Mais lorsqu'on laisse chacun librement exercer son travail pourvu qu'il parvienne à ses objectifs, ça ne fonctionne pas. La concurrence est contrôlée ailleurs.
C'est ici qu'on peut se permettre de faire ci ou de faire ça comme bon nous semble. Ouais. Aujourd'hui, je pense une chose. Si K Énergie a la preuve que des gens ont saboté son réseau, c'est une chose. Mais si K Énergie tire également la sonnette d'alarme, l'État a obligation d'ouvrir l'œil pour voir ce qui est en train de se faire. Parce que si ça ne se passe pas de cette façon-là, et en plus de la conséquence dont parlait Moussa, le découragement d'investisseurs, le service qui va être rendu à la nation guinéenne, il va en pâtir. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ce que j'arrive pas à comprendre, peut-être Jacques va me contredire là-dessus, à part cette société-là, il n'y a pas une autre société. En tout cas, je parle un peu de la concurrence en fait. Pour le moment. Voilà. Pour le moment. Donc pour moi, c'est une fuite en avant. D'intérêt avec EDG, notamment. Voilà. Oui, allez-y, Jacques. C'est justement ce que je voudrais dire. On peut parler de concurrence si... Évidemment, il y avait, si vous voulez, deux sociétés qui évoluaient dans ce cadre privé, dans le cadre privé, parce que nous avons l'électricité des Guinées. Ah non, Jacques. Non. La concurrence ne concerne pas que le secteur privé. Allez-y, Tamba. L'EDG est là pour distribuer l'énergie. Mais la production est faite par, comment on appelle ça, par K Énergie. Effectivement. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'au niveau de la production, après l'État, je crois pour le moment, ce que nous avons en Guinée, c'est K Énergie, qui est aussi une seconde société de production. Donc, on pourrait parler de sabotage s'il y avait au moins deux sociétés de production dans le cadre strictement privé. C'est-à-dire, le sabotage pourrait venir de ces agents. Non, ça dépend. Je veux dire à Jacques... Je vous ai dit que sûrement, il y a un projet de la sorte. Vous avez vu les 100 MW qui appartiennent à l'État guinéen, bien évidemment. Et sûrement, vous avez peut-être d'autres projets qui sont dans les tiroirs, peut-être de monsieur le ministre, que des cadres ont proposé, mais qui n'ont pas encore eu de suite favorable. Ils souhaitent en général avoir ces marchés eux-mêmes gérés. Ça leur fait des sous. Mais quand il y a une société privée qui amène de l'énergie et qui vend de l'énergie, ça ne fait pas leur business. Oui. Donc pour tout ça, il y a des cadres qui sont capables de vous saboter. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas une société qui existe en Guinée qui fait le même travail que K Énergie qu'il ne peut pas y avoir sabotage. On a saboté EDG même. Pourquoi on va pas saboter K Énergie? Tout est possible. Allez-y pour clore, Tama. Allez-y. Je voudrais dire, il peut y avoir des suspicions comme c'est le cas maintenant parce qu'on estime qu'il y a des gens qui voudraient vraiment qui voudraient supprimer cette société ou disons la créer des problèmes. Là, je peux comprendre. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que s'il y a toujours des intermédiaires dans la distribution de l'énergie, parce qu'on l'a vu par exemple avec Agreco qui était là. L'intermédiaire ici, c'était l'État avec et puis les sociétés, disons les consommateurs étaient tout à fait derrière. On sait que ça n'a rien apporté. Et avec K Énergie, la distribution doit être faite par la société électricité de Guinée. Les difficultés peuvent intervenir à ce niveau parce que maintenant nous avons Kaleta. Les gens se battent quand même pour faire comprendre que le projet Kaleta porte. Donc justement peut-être des intentions de ce genre peuvent amener certains à saboter. Faut-il encore que des preuves soient données qu'effectivement ceux qui le font sont de l'État, parce que même des citoyens simples peuvent se mettre dans un tel travail. On l'a vu, même quand, comment on appelle ça, on était en train d'installer, de mettre la ligne de Kaleta, on a vu des jeunes qui se sont attaqués aux installations. Et là, je ne sais pas si ces personnes avaient un lien direct avec quelqu'un haut placé. C'était des personnes qui veulent juste, qui sont dans leur habitude, c'est-à-dire le vol, le vandalisme, etc. Allez-y. Je veux juste rappeler à Jacques, et pour le besoin de tous ceux qui nous écoutent, c'est que la concurrence n'est pas un tout circonscrit selon que l'on est dans un secteur privé ou public. Un exemple assez banal. La Sotelgui était là, on sait ce que c'était. On a eu les sociétés GSM qui sont venues, Ariba. Est-ce que la Sotelgui n'a pas subi l'effet de ces sociétés-là? La réponse, c'est si. Les grandes gueules. Il faut comprendre une chose, c'est important de le dire. Même si l'on est du secteur privé ou du secteur public, la concurrence sur le même marché, elle s'entretient entre les différentes unités qui y exercent. Il faut donc comprendre cela. Et en disant cela,
il faut repréciser qu'il s'agit d'une histoire d'intérêt. Ouais. Si il y a sabotage, c'est forcément une histoire d'intérêt. De quelqu'un qui est là et qui a son intérêt, qui s'oppose à celui de K-Énergie. Et c'est pourquoi on a dit qu'il faudrait la preuve produite par K-Énergie qui est sabotage, mais ensuite que l'État puisse ouvrir une enquête là-dessus pour savoir si telle ligne a été coupée, elle l'a été par qui, sur ordre de qui. Justement, voilà. C'est la grosse question qu'il faut se poser. Ahmed, on en prend cette information de Guinée News, entre autres, un général Sekouba Konaté plaide coupable de non-déclaration de devises aux États-Unis. En clair, il a été arrêté, le général Konaté. C'est clair que depuis la nuit, l'info est tombée. Mais pour l'instant, comme on l'a dit, il faut jouer balle à terre. Ce qui reste clair, c'est que moi, je crains beaucoup, je suis inquiet pour le général. S'il s'avère que le général transportait plus de 60 000, il faut le signaler, dollars et qu'il a déclaré 10 000 dollars. Je pense que dans un pays comme les États-Unis, où un Dominique Strauss-Kahn n'a pas échappé, ça m'étonnerait qu'il puisse échapper à cette justice américaine qui est, il faut le signaler, sévère. Alors, attendons de voir. Je pense que son avocat est en train de travailler et lui-même n'a pas écarté les faits qui lui sont reprochés. Selon les premières informations qu'on a reçues, il a reconnu qu'il avait ces 60 000, mais il a déclaré 10 000. Pourquoi? Je pense que la justice nous en dira plus. Voilà, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. Entre autres, c'est inquiète du côté de Jean-Paul Sarr, Moussa. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est ça, Jean-Paul II, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi j'ai beaucoup de ça? Tu es devenu littéraire, mais... Pardon. Allez-y, allez. Qu'est-ce qui se passe de ce côté, Moussa? De ce côté, c'est qu'on a trop souvent l'habitude dans ce studio de dire l'État ne pense pas aux différentes couches vulnérables dans notre pays. Les handicapés, ceux qui ont des problèmes de vision, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont toute leur vie assez affectée par une maladie. On a l'impression que l'État ne les aide pas. Pourtant, il y a un ministère de l'Action sociale qui existe. Et ce ministère de l'Action sociale, ce n'est pas un ministère vide. Ce n'est pas un ministère oublié. La preuve, c'est qu'il existe un centre qu'on appelle le Centre national de formation sociale appliquée. C'est le véritable nom du centre qu'on appelle aujourd'hui Jean-Paul II. Il a été baptisé, ce centre a été créé en 90. On lui a donné le nom de Jean-Paul II à l'occasion de la visite du pape ici en Guinée, je crois, c'était en 1992. Eh bien, ce centre de formation sociale appliquée a plusieurs volets. Ce n'est pas seulement que médical. Il y a donc, au-delà du volet médical, il y a l'école maternelle, parce que c'est un centre de formation sociale. Tout ce qui concerne donc cette couche de la société, ces différentes composantes sociales. Il y a l'école maternelle et garderie, il y a l'école des travailleurs sociaux, scolarisés, il y a spécialisé plutôt, il y a le centre de rééducation et de réhabilitation des enfants handicapés, il y a la géronto-gériatrie, donc ça, les vieux qui ne peuvent plus rien faire, comme en Europe, la Guirassy, l'État guinéen aussi, pense à ces vieux-là. Donc, des structures d'accueil pour les vieux, les accompagner et tout ça, l'État a pensé à ces personnes-là, à cette couche vulnérable. C'est pourquoi ce centre a été créé et bénéficie d'une subvention de l'État chaque année. Alors, il se passe que le centre, il faut d'abord préciser qu'il bénéficie d'une autonomie financière de gestion et c'est régi par un conseil d'administration. À sa tête, directeur général. Actuellement, il y a une directrice générale qui ne fait pas bien son travail, il faut le dire. Je vais le prouver. Oui, c'est clair. Et il y a un adjoint et les deux sont nommés par décret présidentiel. Vous allez voir aussi que là-bas, ça cause problème. Les grandes gueules. L'État guinéen, puisque le centre est vétuste, imaginez depuis quand même 83, le centre avait fini d'être construit. C'est en 90 réellement qu'il a commencé à fonctionner. Depuis, il n'y a pas eu de véritable rénovation au sein du centre Jean-Paul II. Donc, par appel d'offres, et vous savez en Guinée, c'est quoi un appel d'offres? C'est tout sauf ce qui est transparent. Il y a une entreprise dénommée Egibat. Oui, l'appel d'offres en Guinée, c'est sujet à caution. Donc, appelé Egibat, Abaka était revenu sommairement là-dessus avant de voyager. Qui a eu le marché? Le marché dont la valeur s'élève à 5 987 769 894 francs guinéens. Pourquoi exactement? Pour la rénovation du centre Jean-Paul II. Du centre, pas du volet médical Jean-Paul II. Le centre, c'est-à-dire tous les 5 volets dont je viens de parler. Alors, la fin des travaux estimée à 7 mois. L'entreprise va entrer en possession du premier montant qui s'élève à 4 milliards de francs guinéens. L'entreprise Egibat. Le directeur est là. On a tout fait pour le rencontrer, impossible. Il peut vous dire qu'il est à l'intérieur du pays alors que vous le croisez. Le téléphone, même si on est à l'intérieur du pays. Oui, vous le croisez dans la circulation. Il vous dit je suis à Cancan. Vous le voyez dans sa voiture, dans les embouteillages du côté de Taouya. C'est assez grave. Alors Egibat donc rentre en possession de 4 milliards de francs guinéens. Pour quelques tôles qui ont été changés.
pour quelques couches de peinture par-ci par-là, mais pas de véritable rénovation. Le centre Jean-Paul II existe. On peut, après cette émission, aller sur le terrain. Vous allez vous rendre compte réellement que y aller, c'est aller en désespoir de cause. Parce que vous n'êtes pas sûr et certain que vous allez avoir le service pour lequel vous êtes entré. Bien. Parce que quand vous mettez pied à Jean-Paul II, vous verrez tout sauf un centre rénové. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ou bien on va en pause. Oui, la suite de l'enquête dans un instant. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Kakandé sur Radio Espace Kakandé. Vous êtes du côté de Zéré Corée. Là, vous nous écoutez sur Zali FM. On va revenir dans un instant. Le ministre Cheikh Sako s'exprime ce matin chez nous sur le coup de 10h. On va revenir longuement là-dessus. Et puis, on va parler environnement ce matin, même si on est un peu bleu là-dedans. Dr Faya Traoré, directeur unité climat au ministère de l'Environnement. Vous allez l'écouter ce matin, évidemment. Il le dit en bas, le climat, c'est désormais donc le dada du citoyen mondial. En tout cas, depuis l'ouverture, il faut le rappeler, à Paris, de la COP21 et les spéculations sur la question sont davantage nourries en Guinée par les récents cas d'inondation, la disparition de la flore, entre autres. Il était très amer hier. Moussa Moïsi, là, sur les GG, on va essayer d'appeler ce matin Dr Faya Traoré. Il est directeur unité climat au ministère de l'Environnement. Vous allez l'écouter ce matin chez les GG. Voilà, d'autres news viendront s'ajouter à tout ceci pour votre bonheur. Pour dire au revoir aussi à Aminata Silla, vous allez continuer là-dessus. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Elle va poursuivre l'enquête au niveau de K-Énergie. Justement. Inch'Allah. Allez, on marque une pause et puis on revient dans un instant. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Retrouvez l'essentiel de cette émission aussi sur guinénews.org, entre autres. Mais sinon, guinéinfo.org, c'est cela, de Binani. Merci de votre fidélité. Dans un instant, on va s'intéresser évidemment aux appels. On va essayer de partir du côté de Paris, d'où nous attend notre envoyé spécial, Mabeti Sissé, pour nous planter un petit peu le décor. Et puis, on va essayer de s'intéresser aussi au ministère de l'Environnement ce matin à travers Dr Faya Traoré, directeur unité climat. On parle de COP21, on parle de notre avenir ce matin sur cette antenne. Et sur le coup de 10h, Maître Cheikh Sako va intervenir en direct ce matin chez les juges Ahmed. On va essayer de partir du côté de Paris. Oui, ça. D'abord, la suite de l'enquête. Voilà, la suite de l'enquête. Allez-y. Vraiment, il m'a oublié. Bon, alors, pas du tout. Changement climatique oblige. Il est pas les chiffres. Oui, pas les chiffres. Alors, donc, je disais que 5 987 769 894 francs guinéens ont été mis à la disposition de l'entreprise Egibat pour la rénovation complète du Centre national de formation sociale appliquée, appelé aujourd'hui Jean-Paul II. Ce centre donc comprend 5 volets, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce centre est créé pour aider les plus pauvres, les gens d'en bas, comme tu les appelles, les vrais gens. Les vrais gens. Voilà, exactement. Ouais. Donc l'entreprise Egibat entre en possession de 4 milliards de francs guinéens. Les papiers sont là et Egibat n'a pas exécuté le contrat. Et pourquoi? Pour quelques tolls. Mais pourquoi? Parce que dans notre pays, il y a une manœuvre qui existe, que tout le monde connaît, mais on n'ose pas très souvent la dénoncer plutôt. Cette manœuvre, c'est quoi? C'est que quand vous avez un contrat, même si c'est par appel d'offres masqué, vous avez une certaine redevabilité envers des personnes qui, dans l'ombre, vous ont aidé à acquérir ce marché. Vous glissez quelques billets par-ci, vous en glissez d'autres par-là, et vous vous retrouvez en fin de compte avec un montant qui ne vous permet pas d'exécuter correctement votre travail. Mais attendez, donc, c'est trop gros. Non, je vais finir. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Écoutez, je pense toujours qu'ils ajoutent des bonus pour ces gens, mais ils ont toujours les sommes qu'il faut pour réaliser le projet. C'est eux qui ne le réalisent pas. Alors, comment comprendre qu'au moment où Egibat est entré en possession de ces 4 milliards, il y a un groupe d'Indiens. Vous savez, souvent, il y a ce partenariat qui existe entre des groupes de médecins et des États, en vue non seulement de leur apporter leur expertise dans le domaine médical, mais aussi d'apporter quelques matériels aidant à l'opération, aux prises en charge de certaines complications liées comme aux fistules. Donc, il y a ce groupe d'Indiens qui est venu du nom de... ce réseau s'appelle le groupe médical Livewell International, qui a son siège ici, donc qui comprend une dizaine de médecins indiens. Ils ont signé donc une convention avec l'État à travers le ministère de l'Action sociale et la direction de Jean-Paul II.
Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec le cas d'Egibat, vous allez comprendre la différence. Ça, c'était beaucoup plus pour aider à collecter le matériel médical, technique, bureautique, ménager, informatique et autres en Inde, et également apporter une expertise au niveau de l'hôpital Jean-Paul II, en prenant en charge des malades, en les opérant, et tout ce qui allait être fait est contenu dans cette convention que j'ai en main. L'État, à travers donc la direction de Jean-Paul II, devait avoir 40% des prestations de ces Indiens-là, et 60% revenaient donc à LiveWell parce qu'ils apportent non seulement l'expertise, mais aussi le matériel qui doit servir à ces différentes opérations et les médicaments également. Ouais. Mais ces médecins indiens ne pouvaient pas installer tout ce matériel si le centre n'est pas rénové, si les bâtiments ne sont pas prêts à accueillir tout le matériel. Alors, ils ont été confrontés à un problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une entreprise guinéenne, Egibat, qui a eu le marché, qui n'a pas exécuté le marché. Et donc, les Indiens, au regard des difficultés que rencontrait Egibat ou de la corruption qui régnait dans le domaine, les Indiens se sont engagés avec la garantie du ministère de l'Action sociale à parachever, à terminer le travail entrepris par Egibat, c'est-à-dire la rénovation, afin qu'ils soient capables eux aussi d'installer le matériel pour commencer l'exécution de la convention. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends Alors, très bien. les Indiens ont décaissé 50 000 $ pour un premier temps, ensuite 600 millions de francs guinéens pour parachever le travail d'une entreprise qui a fait preuve d'incompétence. Ouais. Et au moment où les Indiens font ce travail, on se permet du côté de l'action sociale, en complicité avec certains cadres, certainement du côté du ministère de l'économie et des finances, de décaisser la dernière tranche du montant des 5 milliards de l'entreprise qui devrait servir à la rénovation de Jean-Paul II. Alors que Egibat, ayant déjà reçu 4 milliards, n'a rien foutu sur le terrain. On donne donc le reste du montant, 1 milliard et quelques poussières, Egibat l'empoche sans poser ne serait-ce qu'une sorte de brique sur le terrain. Alors, on ne comprend rien du côté de l'entreprise, on ne comprend rien du côté du réseau de LiveWell International, donc ces Indiens, qui ont quand même signé une petite convention avec l'État pour dire, nous on peut parachever le travail d'Egibat, mais à condition que Egibat nous rembourse plus tard, puisque l'entreprise dit avoir des difficultés, mais nous on n'a pas directement affaire à Egibat, on a affaire à l'État. Si vous prenez la garantie que Egibat va nous rembourser, on parachève la rénovation et vous nous remboursez le montant après. L'entreprise indienne, j'ai tout le reçu ici. Bon, c'est un tas de trucs, parce qu'on est comme au tribunal ici, il y a des dossiers en instruction. Vous avez les papiers, les reçus liés au groupe électrogène qui a été acheté. Comment est-ce que ces 50 millions, et ces 600 millions ont été dépensés? Les reçus sont là. Alors, les Indiens font ce travail. Ils font également l'installation du matériel conformément à la convention qu'ils ont signée avec l'État guinéen. Non seulement ils n'ont pas le respect, ils ne bénéficient pas du respect de cette convention par le centre Jean-Paul II, notamment à la personne de la directrice générale de ce centre. On ne retrocède pas aux Indiens 60% des bénéfices réalisés, mais aussi les Indiens ne sont pas entrés en possession du montant qu'ils ont injecté dans la rénovation du centre Jean-Paul II. C'est-à-dire les 600 millions, les 600 millions, les 50 000 $. L'entreprise, le directeur est là, il se promène calmement. On ne cherche pas à comprendre qui a décaissé ce montant du côté du ministère de l'Action sociale pour une entreprise qui n'a pas respecté ses clauses contractuelles. Au niveau également de la direction... Alors, une pause, Moussa. Oui. J'ai envie de comprendre. Les courriers que vous avez ici, c'est de LiveWell, c'est bien cela. Oui. Demande d'assistance pour le paiement. J'ai envie de comprendre. Ça a démarré quand? En quelle année exactement? Oui, ça a démarré en 2014. Ok. Pourquoi je vous pose cette question? C'est de savoir un petit peu, est-ce que c'est au temps de Sanaba? Est-ce que c'est au temps... Évidemment, vous allez me dire, c'est pas le ministre qui est visé ou... Exactement. Moi, c'est les cadres. Exactement. C'est le ministère qui existe. C'est l'État qui est une continuité. C'est à cet État que je m'attaque. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré le secrétaire général? Parce que oui, il y a tellement de changements. Non, mais ça c'est important. Oui, c'est très important parce que si vous dites non, mais c'est pas la peine ou je ne sais quoi... Je ne dis pas que c'est pas la peine. Voilà. C'est la peine. Est-ce que vous avez rencontré le secrétaire général? Je n'ai pas rencontré le secrétaire général. D'accord. Mais les courriers, les papiers que nous avons ici prouvent de façon éloquente que le ministère de l'Action sociale... Je n'ai aucun doute là-dessus. Exactement, je vous réponds, M. Guirassy. Prouve de façon éloquente que le ministère de l'Action sociale est informé de cette histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Indiens, ayant déjà fait tout le travail au niveau de la rénovation, mais aussi au niveau des prestations, se trouvent sans rien. Ils ont du mal à se loger, ils ont du mal à se nourrir, ils ont du mal à se déplacer. Ils ont quitté quand même l'Inde. L'Inde, c'est pas à Kindia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui donnait comme bénéfice en termes de prestations aux populations, aux indigents, ça a pris fin.
Parce que les Indiens sont rentrés un par un en Inde. Ils sont partis. Certains avaient déjà tissé une certaine relation avec la Guinée, avec les Guinéens, qui ne cherchaient pas autant le côté financier, mais ils voulaient au moins avoir le minimum pour vivre. Ils n'ont pas eu cela, ils sont rentrés chez eux. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne bénéficie pas du tout de l'expertise de ces Indiens. On ne sait pas comment utiliser le matériel qui est là. Le matériel, on peut vérifier ensemble du côté de Jean-Paul II. Ce sont quand même ce sont des ordinateurs assez sophistiqués qu'on ne peut pas utiliser parce qu'on n'a pas l'expertise. Tout est stocké du côté de Jean-Paul II. On n'a pas respecté tous les contrats qu'on a signés avec ces Indiens et on se permet de dire que Guinée is back dans un certain sens. Vous avez l'ambassadeur de Guinée qui se trouve en Inde. Lorsque ce monsieur sort, lorsque cette excellence sort pour aller vers les autorités indiennes, elle dit certainement dans mon pays, il y a un climat des affaires assez transparent. Vous pouvez venir investir, vous pouvez envoyer vos cadres, faites-nous un transfert de technologie, aidez-nous à avoir des médecins pour nous former, pour faire ceci. Un ambassadeur qui fait un tel travail, des particuliers qui font la même chose, on vous envoie cette expertise avec des capitaux aussi étrangers. Vous vous comportez de la sorte, je pense que c'est assez grave pour l'image du pays. Et si on ne prend pas des sanctions, s'il n'y a pas un audit du côté de Jean-Paul II, ça va être encore un autre déballage sur les grandes gueules qui n'aura servi à rien. Mais non, et ça, plus grave. Non, ça servi à quelque chose. Le peuple informé, c'est l'essentiel. Le peuple informé, c'est ça le plus important. Nous travaillons pour le peuple. Non, je ne veux pas problème. Je vais vous montrer un document. Et qu'on me prouve que cela existe. S'il vous plaît, rapidement. Il y a, voilà, j'espère que j'ai vu. Voici le projet de construction de rénovation, ministère délégué aux Affaires sociales, division des affaires financières. Il y a un centre ici qu'on appelle l'Institut des jeunes aveugles. L'Institut des jeunes aveugles. Eh bien. Qu'on me montre la photo de cet institut, qu'on me montre les bâtiments, qu'on me dise que ça fonctionne, pour lequel on décaisse chaque année 600 millions de francs guinéens, parce que c'est ce qui est 6 milliards autant pour 6 milliards de francs guinéens. Qu'on me dise que ça existe, qu'on me dise que ça fonctionne, qu'on me dise que ces aveugles sont pris en charge là-bas. Et mon Dieu, on se trouve dans quel pays? Bien. C'est pas possible. Nous sommes au pays d'Alpha Condé. Mais il faut qu'on l'arrête. Allez. Si on ne peut même pas penser aux indigents, des aveugles quand même, ils ne peuvent plus rien voir. Vous décaissez un tel montant, même si c'est pour mettre des hangars avec des pailles, mais faites-le au moins pour s'occuper d'eux. On ne peut pas se permettre de jouer avec la vie des gens. C'est pas possible. Non, je suis d'accord avec toi. C'est pas bien. Allez Moussa, on va continuer. Pourquoi pas l'enquête là-dessus. C'est très important parce qu'il faut que cette entreprise s'exprime, qu'on puisse comprendre un petit peu ce qui se passe exactement. Le PDG de Guibat, il écoute très bien cette émission. Il sait bien tout ce qui se passe. Et nous aimerions qu'il vienne dans ce studio et qu'il apporte sa part de vérité puisqu'il n'a pas accepté de nous recevoir. Bien. Mais qu'il le fasse pour sa crédibilité, mais aussi pour ce pays, parce que c'est pas bien. De la manière dont ces Indiens ont été congédiés, je pense que ça va laisser une tâche assez grave pour l'image de la Guinée, et ça va décourager beaucoup de personnes qui veulent venir nous aider. Je suis d'accord avec toi. Allez, Maël, pour clore. Je pense que si on posait la question au président Alpha Condé actuellement, qu'est-ce qu'il pense de Lansana Conté, sûrement il vous dira que c'était un bon président. Parce que je pense qu'il est sûrement en train de regretter tout ce qu'il disait de Conté. Parce que le Guinéen est méchant. Quand on vous dit que non, ça n'existe pas, non, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de ceci, qu'est-ce qui n'existe pas? Dans la plupart de ces départements, vous avez des fonds qui existent pour un certain nombre de projets, mais ce n'est jamais exécuté. Là, justement, où on demande au président de la République, là où on attend le président de la République, c'est à ce niveau sanctionner ces personnes, mais il ne suffit pas de les enlever à leur poste ou quoi que ce soit. Mais quand on les enlève à leur poste... Je posais la question à Moussa Moïsi, il a rencontré pourquoi pas le secrétaire général, je ne sais pas si c'est le secrétaire général ou si c'est un secrétaire qui est là-bas, je ne sais pas. Parce que si vous voulez, les vrais sorciers dans les ministères, ce sont ces gens-là. Oui, c'est très important. Oui, justement, c'est pourquoi les rouages. Oui, c'est pourquoi je dis au président de la République que... C'est pas la ministre. C'est vrai que les cadres guinéens sont méchants. Quand vous venez, même si vous avez des bonnes intentions, le secrétaire général ou je ne sais pas qui exactement, ceux qui sont là depuis plus de 10 ans, ils connaissent très bien comment ça se passe. Et puis voilà, on te met un petit peu dans la chose et puis voilà, tu pars. Voilà, mais à quoi bon de toujours les garder? Justement, c'est pourquoi on interpelle le président de la République qui laisse la main libre au ministre qui va choisir dans ce gouvernement. Quand vous choisissez un ministre, ben, il faut lui laisser la possibilité de pouvoir composer son cabinet. S'il n'arrive pas à composer son cabinet, les personnes, comme vous l'avez signalé, ces sorciers qui existent en général dans ces départements empêchent les ministres de faire des résultats. Et ils sont au courant en général de tous ces fonds qui circulent. Depuis 10 ans, comme vous l'avez dit, ils sont au courant des fonds qui circulent et ils contribuent à dilapider ces fonds-là. Une maison de retraite.
un lieu également pour accueillir les aveugles. Et après chaque année. On se plaint de voir des mendiants à travers la ville, couchés à côté de la mosquée Faisal ou encore à Kaloum. On dit non, on doit les prendre pour... Même, vous pensez qu'eux, ils ont droit à aller se coucher dans un endroit aussi pollué, aussi sale? Je dis non. Si les mendiants considèrent que le trottoir est plus propre que l'endroit où on doit les loger, ben moi je dis qu'ils ont le droit de rester sur le trottoir. Oui, moi ce que je voudrais... Continue. Au niveau de Jean-Paul II, vous allez comprendre que Jean-Paul II a quand même quelques petites recettes. Parce que l'hôpital quand même fait le volet médical, c'est le seul volet d'ailleurs qui fonctionne, les autres volets sont décédés il y a longtemps. Et bien vous allez voir que ce petit volet engage quand même quelques fonds. Et ces montants sont dépensés comment? C'est seulement la directrice générale de ce centre qui peut vous répondre. Parce que son directeur adjoint, c'est quand même quelqu'un qui est mis dans le placard. Et vous allez voir, regardez un peu les dépenses qui ont été effectuées pendant le mois de février à Jean-Paul II. Il y a un libellé que je vais vous lire. C'est écrit ici, 24 2e mois 2015, libellé, transport pour l'agent comptable pour assister aux funérailles du beau-frère de Adja Nana, SDG maternelle. Bien. Ça, c'est un exemple pour vous dire comment est-ce qu'on gère les fonds du côté de Jean-Paul II. C'est grave. C'est grave. Bien. Allez, on marque une pause, mesdames et messieurs, on revient dans un instant. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.